Merci beaucoup. Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour, bienvenue dans cet entretien. C'est encore un plaisir de vous retrouver, c'est encore un plaisir de se retrouver sur la télé de l'Afrique pour parler de choses qui concernent le continent. Mais aujourd'hui, on va parler de littérature, on va parler de livres et on va parler à un auteur, n'est-ce pas, de sa production. Et il s'agit bien sûr de Abdoul Edouard Dia. On va parler avec lui, il est notre invité. Et on va explorer ensemble son livre qu'il vient juste de publier, Ernesti ou l'ultime secret d'Akhenaton. On va voir de quoi il s'agit. Nous avons déjà notre idée, mais avec lui, en tant qu'auteur, il va nous dire en profondeur ce qu'il a vraiment voulu passer à travers ce roman, qui est son tout premier qu'il a publié aux éditions Baudelaire. Monsieur Dia, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je vous en prie, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir chez nous. Alors, on va parler, je le disais, de votre livre. Dans le livre, il y a un passage où vous dites « Restez 3 jours à mes côtés et apprends à vendre du charbon ». Nous allons rester des heures à vos côtés. On va apprendre davantage sur le livre. Vous dites également de ne poser aucune question. Vous le dites, faites dire à un de vos personnages. Mais nous allons vous poser beaucoup, mais énormément de questions. Et vous avez demandé « Libère ton esprit et observe tout ce que ton inspiration et la providence t'offriront comme spectacle ». Nous allons libérer l'esprit, mais ce sera en votre compagnie, n'est-ce pas? Vous êtes banquier international. Vous avez fait vraiment beaucoup d'activités à travers votre parcours. Vous vous présentez comme ayant beaucoup de casquettes parce que vous êtes déjà ingénieur, diplômé des grandes écoles en France. Vous avez également fait le Harvard Business School. Et vous êtes féru de philosophie, de littérature, vous aimez tout ce qui est linguistique, vous parlez 6 langues, ce qui n'est pas forcément évident, et vous êtes sénégalo-roumain, vous êtes particulièrement amoureux de la langue française, et aujourd'hui on va parler de ce livre qui est votre tout premier. Et la première question déjà c'est, est-ce que vous pouvez juste revenir un peu sur votre parcours? On vous présente comme banquier, diplômé des grandes écoles, mais comment vous vous présenterez pour nous dire déjà qui est Abdoul Edouard Dia? Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, je suis né en Roumanie, d'une mère roumaine et d'un père sénégalais. Et après mes 5 premières années en Roumanie, je suis venu au Sénégal. Et j'ai effectué ici l'école, je suis allé à l'école ici jusqu'à mon bac, que j'ai obtenu ici au lycée Vanvo. Et après, je suis allé en France faire des études scientifiques, des études de mathématiques. Ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelle les grandes écoles, j'ai étudié les mathématiques financières, ce qui m'a conduit tout droit vers le milieu de la banque. Et j'ai une expérience bancaire importante, plus de 30 années. Et après ces 30 années, avec les chiffres, je me suis dit bon, qu'il était temps peut-être de voir autre chose, d'explorer d'autres passions que j'avais depuis longtemps. Et c'est ainsi que j'ai commis mon premier livre. Mais il y a une continuité dans tout cela parce que j'ai certes fait des études scientifiques, mais j'ai toujours été un amoureux des lettres. Un amoureux des lettres. Vous savez, quand on a la chance d'avoir son père qui a des livres des livres de Lamartine, de Dostoïevski, des livres de Chateaubriand, d'Alfred de Vigny, on lit ici et là, et donc il y a la passion qui reste. Donc je pense que le passage de l'un à l'autre s'est fait de manière tout à fait naturelle et avec beaucoup de plaisir en tout cas. Et donc c'est une transition tout à fait naturelle, comme vous dites, mais ce monde des sciences que vous avez exploré au tout début de votre cursus universitaire, peut-être c'est ce qui vous a conduit à parler déjà de mathématiques dès les toutes premières pages de ce livre, avec ce prix que vous décrivez. Déjà, avant d'aller déjà en profondeur sur le livre, quelle a été la raison du choix? Pourquoi avoir choisi, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, dans ce livre? En tout cas, pourquoi avoir choisi d'intituler ce livre Ernesti? Parce que c'est quand même un titre assez révélateur pour quelqu'un qui s'intéresse à la mythologie, mais vous, à votre niveau, quel a été le déclic? Très bien. Alors, je vais peut-être alors, en ce qui concerne le titre du livre, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avant de mettre ce titre, parce qu'on peut évidemment lire ce livre à plusieurs niveaux.
Mais je vais vous raconter peut-être aussi d'où m'est venue l'inspiration de ce livre. Bien. Et il entraînera automatiquement aussi le choix du titre. En fait, j'étais en voyage. J'étais en voyage en avion et à côté de moi, il y avait un monsieur qui était assis et qui avait son iPad et qui, voilà, et avec des regards un peu obliques, pas désobligeants, mais voilà. Je voyais qu'il faisait défiler sur son iPad des photos de mathématiciens et de philosophes. Et donc j'ai reconnu des mathématiciens célèbres, Alexandre Grothendieck, David Hilbert, pour ne citer que ceux-là, Cédric Villani. Et à côté, je vois aussi des philosophes, de grands philosophes de l'Antiquité, des philosophes d'aujourd'hui. J'ai dit, tiens, ce monsieur doit avoir une certaine culture pour voir un peu toutes ces choses-là. Et donc je lui ai demandé comme ça, tout simplement, je l'ai salué, ce qu'il faisait. Et il m'a raconté qu'il était étudiant en classe préparatoire. Il préparait l'école normale supérieure en lettres. Et on a commencé à discuter d'épistémologie, de philosophie, de mathématiques, etc. Donc tout le long du voyage, c'était vraiment très très sympathique. Et arrivé à la fin du voyage, je lui ai enfin demandé comment il s'appelait. Il m'a répondu qu'il s'appelait Hermès. Hermès, il était d'origine grecque, le monsieur. Il y a bon, vous avez été dans quel établissement vous êtes? Et il m'a cité le nom de l'établissement où moi-même, j'ai fait mes classes préparatoires 35 ans auparavant. Donc vous voyez, voilà si vous voulez d'où vient le Hermès et aussi les 35 ans auxquels je fais référence. Mais Hermès, au-delà de tout, m'a fait référence aussi à la figure mythologique d'Hermès Trismégiste. Ceux qui connaissent un peu le monde ésotérique savent de quoi je parle. Hermès Trismégiste. Hermès, si vous voulez, c'est du temps du pharaon, du temps des pharaons, du temps de l'Égypte ancienne, si vous voulez. Il y avait à l'époque un dieu du savoir, Dieu messager des autres dieux, mais Dieu du savoir, Dieu qui a appris aux gens l'écriture, Dieu de la sagesse, qui s'appelait Djehouti, du temps des Égyptiens, il s'appelait Djehouti. Mais ce Djehouti avait été appelé Thoth par les Grecs contemporains des Égyptiens. Donc ce Djehouti Thoth, il s'est trouvé qu'ils ont aussi le pendant de la même divinité chez les Grecs, hein, qui s'appelait Hermès. Donc Djehouti Thoth est devenu Thoth Hermès chez les Grecs. Et ce Hermès est une figure tutélaire, d'autant plus que chez Djehouti, dans les fouilles archéologiques, on a trouvé donc le Djehouti et souvent il était cité comme 3 fois grand, 3 fois plus grand. Or 3 fois plus grand en grec, c'est Ho Trismegistos. Donc Djehouti 3 fois plus grand est devenu Thoth 3 fois plus grand, et Thoth ayant son équivalent Hermès, est devenu Hermès 3 fois plus grand, qu'on traduit en grec ancien par Hermès Ho Trismegistos. Donc cette figure d'Hermès Trismegistos, si vous voulez, est devenue une figure tutélaire de beaucoup de choses. Beaucoup de gens de l'ésotérisme font référence à lui. Certains disent que ce Hermès, c'est même Moïse. D'autres disent que c'est le petit-fils d'Adam. D'autres disent que c'est le fondateur de l'alchimie. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de références à Hermès Trismégiste. Donc c'est pour cela en fait que je l'ai utilisé comme titre du livre. Évidemment, dans le livre, après, je vais beaucoup plus en détail sur les... Oui. Voilà. Alors, et c'est un livre qui est en tout cas rempli, disons-le, de spiritualité, de réflexion sur l'identité. Et vous puisez déjà, comme vous venez de l'expliquer, dans ces histoires très anciennes de l'Égypte pharaonique. Mais déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi, dans les personnages, dans le choix même des personnages, d'avoir des noms familiers peut-être à la culture sénégalaise? Pourquoi ce choix-là dans le processus de création du livre? Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, le livre en réalité est une rencontre. C'est une série de rencontres entre des mondes différents, des cultures différentes, des religions différentes, des modes de pensée différents. Et j'ai trouvé assez intéressant de rapprocher l'Égypte antique de la Grèce, de la civilisation africaine et notamment du Sénégal. Et effectivement, j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre les spiritualités de ces différents mondes. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, le début du livre se passe au Sénégal et notamment dans la ville de Kaolack. Voilà, d'où est originaire un petit peu la famille de Tierno du côté de sa mère.
Et voilà, tout part de là, en fait, de ce compagnonnage entre Tierno et d'Hermès qu'il trouvera. Alors, on va parler de l'intrigue maintenant. Je crois que la transition, elle est toute faite. Si vous avez à résumer le personnage de Tierno et puis comment vous avez construit l'intrigue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez dire aux téléspectateurs qui souhaiteraient peut-être avoir une idée globale de ce livre-là? Très bien. Je dirais que, en fait, tout d'abord, le roman, c'est un roman, c'est une fiction. C'est une fiction, une œuvre romanesque qui tire des références aussi bien des sciences, des mathématiques, de la physique, de la philosophie, de l'histoire, de l'ésotérisme, voire même un petit peu de l'occultisme si on creuse un peu plus loin. Donc, si vous voulez, c'est une rencontre entre plusieurs choses, entre des personnages qui ne se seraient jamais rencontrés par ailleurs s'il n'y avait ce lien spirituel qui les liait. Rencontre aussi des voyages entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Voilà, ce sont vraiment des rencontres. Et évidemment, pour la trame de l'histoire, il a fallu construire des personnages, voire même des personnalités qui construisent l'histoire, qui donnent une logique, qui donnent un sens à l'histoire. Et donc, c'est après, je laisse le lecteur le soin de découvrir un petit peu comment tout ça se fait. Mais c'est une construction, j'allais dire presque même une construction mathématique dans la logique qui prévaut dans la trame et qui amène jusqu'au secret final. Alors, on va parler en profondeur du livre. Vous l'avez dit, c'est un livre qui parle de beaucoup de rencontres, qui quitte souvent même en tout cas, disons-le, des continents pour aller dans un autre, des villes, des quartiers, qui fait vraiment beaucoup de tours. Mais vous avez placé, si je me permets, des réflexions tout autour qui traversent le livre. Pourquoi ce choix? Vous avez peut-être particulièrement un message que vous souhaiterez faire passer à l'humanité? Oui, en fait, alors effectivement, le livre, la trame du livre, c'est une quête spirituelle qui commence par une rencontre inattendue, improbable, mystérieuse, étrange même, entre un scientifique Tierno et un vieux charbonnier. Un vieux charbonnier que personne, tout le monde dépasse, qui est là, qui fait les mêmes choses, tout sale, tout crasseux, tout dépenaillé. Et de cette rencontre entre deux mondes différents, entre un monde scientifique et un monde, j'allais dire, un petit peu profane, de cette rencontre va naître un compagnonnage qui va justement amener Tierno à la quête d'un secret millénaire, vieux de 3000 ans, qui l'amène jusqu'à l'Égypte antique. Et vous avez à un moment même parlé de ce compagnonnage comme pour le décrire en tout cas de surprenant. Vous vous posez la question, comment est-ce qu'un mathématicien émérite peut-il peut-être être en compagnie d'un charbonnier à ce niveau? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Alors effectivement, il y a un message à travers le livre, mais je dirais que le livre est construit sur 3 thèmes. D'abord, le premier thème, c'est le thème de l'histoire en elle-même. Je pense que tout livre, tout roman, toute fiction doit d'abord procurer du plaisir au lecteur. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre et j'espère l'avoir transmis au lecteur. Donc il faut que vraiment l'histoire soit belle. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier objectif du livre. Le deuxième, c'est un partage de connaissances. Le fait d'avoir énuméré, d'avoir tiré vraiment des connaissances éclectiques sur différents sujets, je pense que le lecteur pourra également apprendre beaucoup de choses. Donc c'est aussi le deuxième objectif du livre. Mais le troisième, et à défaut de message, c'est beaucoup plus pousser, susciter la réflexion, susciter une introspection, se poser des questions sur le sens de certaines choses de la vie. Le livre, je n'ai pas de message en tant que tel, c'est-à-dire je n'apporte pas de réponse en tant que tel, je n'ai pas la prétention d'apporter des réponses. Mais par contre, susciter une interrogation, j'allais dire même susciter de la déconstruction de certitude en conviction. Je fais une différence entre les deux. Nous sommes tous pétris de certitude et le livre, si vous voulez, c'est une invite à réfléchir sur ces certitudes, à les déconstruire pour les remplacer par des convictions. Voilà, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Le message global, c'est ça. Le plaisir de la lecture, le partage des connaissances et enfin, susciter la réflexion, susciter l'introspection. Voilà, c'est un petit peu ça, si vous voulez. Alors, vous avez voulu susciter la réflexion, mais vous ne l'avez pas fait seul. Il y a un auteur particulièrement que vous avez pris comme compagnon, Pablo Neruda. Vous avez beaucoup repris ses citations tout au long de ce livre. Je vous vois sourire, justement. Pourquoi ce choix? Le choix en tout cas, de prendre ces citations
comme pour annoncer au lecteur que voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Oui. Alors effectivement, le choix des aphorismes de Pablo Neruda n'est pas fortuit également. Disons que c'est une manière, c'est une introduction et qui montre en fait tout simplement que au-delà de l'aspect romanesque du livre, ces aphorismes poussent à la réflexion, poussent à vous dire, tiens, avant de commencer le chapitre, tiens, voilà ce que l'auteur veut peut-être vouloir dire, veut peut-être me faire réfléchir. Voilà, donc allons creuser plus à l'intérieur. Donc c'est une invite, encore une fois, c'est le troisième thème, le troisième objectif du livre, c'est vraiment toujours une invite à la réflexion. C'est pour ça que j'ai suscité un petit peu, si vous voulez. J'ai titillé le lecteur, voilà, pour... Alors, et pour en revenir aux références, vous avez eu à faire des références par rapport à des versets du Coran. Pourquoi également ce choix? Le livre est si vous voulez, c'est toujours des allers-retours entre religion et spiritualité. Vous faites référence à Pablo Neruda, je cite souvent Teilhard de Chardin dans le livre. Oui. Pierre Teilhard de Chardin, qui disait la chose suivante, que je trouve très très belle et qui suit le livre, tout ce qui monte converge. Le livre est une invite à monter, à s'élever, et aussi à partir des religions, comment tirer la spiritualité des religions pour s'élever ensemble. Nous avons des religions différentes, voire même pas de religion du tout, mais tout être humain se pose des questions. Et donc c'est partir de la base de sa réflexion spirituelle et tenter de s'élever. Voilà. Donc vraiment le thème de la spiritualité par rapport à la religion est omniprésent dans le livre. Et donc pour cela effectivement j'ai dû citer aussi bien des versets du Coran que certains de la Bible. J'ai également cité des références par rapport au Talmud et même par rapport à la philosophie religieuse d'Akhenaton dans ce qu'il a fait, ce qu'on appelle le grand hymne à Aton et le petit hymne à Aton, qui sont également des références. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de similitudes. Tenez-vous bien que Akhenaton, qui a vécu vers les années 1355 avant Jésus-Christ, donc 14e siècle avant Jésus-Christ, dans certains de ses poèmes, de ses écrits, on retrouve le thème de l'unicité de Dieu. On retrouve le thème du fait que ce Dieu Aton, le Dieu solaire unique qu'Akhenaton, justement, auquel fait référence, n'a pas d'enfant, qui n'a pas été enfanté. On trouve le thème de l'amour. Dans certains même hymnes, on voit aussi même le thème de l'Immaculée Conception. Donc vous voyez que tous ces thèmes que les religions apportaient, en réalité existaient 14, 15, 16, même 20 siècles auparavant dans les références monothéistes d'Aton. Donc vous voyez, voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai mis en exergue. Alors, et pour en revenir au processus de création du livre, il y a un moment quand on lit ce livre, des choses qui semblent complètement intrigantes. Quand je fais référence par rapport à ce secret toujours, et il y a souvent des codes que vous avez mis dans le livre qui ne sont pas forcément faciles en tout cas à déchiffrer quand on ne parcourt pas avec beaucoup d'attention ou même qu'on revienne sur ce qu'on a déjà eu à lire. Est-ce que vous avez senti un peu, en tout cas, la difficulté d'exploiter forcément ce livre parce que ce n'est pas quand même court à ce point? Oui. C'est plus de 200 pages. Alors, effectivement, le livre fait 250 pages. J'ai écrit le livre relativement vite, pour ne rien vous cacher. J'ai mis 3 mois à écrire ce livre, pas plus de 3 mois. J'avais l'impression que je portais ce livre déjà en moi. Si vous voulez, ce n'était pas quelque chose de conscient. Je ne me suis pas dit, je vais construire tout au long de ma carrière, que j'accumule des choses pour un jour écrire ce livre. Non. Je crois que les choses se sont mises en place d'elles-mêmes. Ensuite, elles se sont décantées quand j'ai eu le temps et peut-être le recul également pour écrire ce livre. C'est une somme d'expériences, mais également d'expériences humaines, de voyages, de rencontres qui se sont mises en place. Vous savez, parlons de méthodologie d'écriture. Ce livre, j'en ai, sans aucune prétention, j'en ai écrit que les 10 premières pages. Le reste est 200... C'est-à-dire? Les 240 autres pages, c'est le livre qui s'est écrit tout seul. Au début, je tenais la trame, j'écrivais. Mais le livre, très vite, s'est imposé à moi. Très vite, il m'a donné des pistes. Et si vous voulez, c'est comme des chevaux, un char avec des chevaux. Il faut tirer d'un côté pour ne pas qu'ils aillent d'un côté, puis tirer de l'autre pour garder la direction. Beaucoup de choses se sont imposées à moi. Il a fallu faire des choix.
Et j'ai l'impression que le livre s'est imposé à moi au fil de l'écriture, même si j'en avais la trame générale, mais les détails en termes de direction d'écriture se sont imposés à moi tout seul. Et ça, c'est une aventure assez extraordinaire, vraiment. Donc, il y a 3 phases dans la lecture, il y a dans l'écriture. La première phase, c'est celle que j'ai rédigée. La deuxième, bien sûr, je l'ai rédigée, mais j'ai l'impression que c'est un combat, voire peut-être même une danse avec le livre. Et enfin, une fois que le livre est écrit, il ne m'appartient plus. Il appartient au lecteur. Et les lecteurs m'apprennent tous les jours des choses sur le livre que j'ai écrit. Et c'est une aventure extraordinaire. C'est aussi ça le monde des écrivains, le monde de la littérature. Cette liberté-là qu'ont en tout cas les lecteurs à se faire leur propre opinion et plus, comme vous l'avez dit, à partager avec les auteurs des choses même que, en tout cas, on n'aurait pas forcément pu voir. Mais pour en revenir surtout à ce livre, M. Dia, alors c'est un livre, vous l'avez dit, qui à un moment s'est imposé à vous. Et vous avez annoncé que vous avez d'autres séries, en tout cas d'ouvrages que vous pensez bien mener. Quels sont les autres thèmes, peut-être, en tout cas des thèmes qui particulièrement vous paraissent intéressants vraiment à explorer dans le monde de la littérature? Beaucoup de thèmes m'intéressent, beaucoup de thèmes. Actuellement, au moment où je vous parle, je suis en train de finir mon deuxième livre, l'écriture de mon deuxième livre. Ce sera quelque chose de totalement différent, quoique il s'agira d'histoires croisées entre la France capétienne du XIVe siècle, du temps des Templiers, de Philippe le Bel, du pape Clément V, etc., et de l'Empire du Mali. 2 mondes a priori totalement différents, et pourtant que de choses à dire. Ça s'annonce très intéressant. Ah, vous verrez en tout cas, voilà. Et toujours, vous voyez, vous me parlez de thèmes sur les prochains livres. Alors effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire sur plein de sujets, mais je pense que s'il y a un thème central qu'on retrouvera peut-être sûrement même, et même certainement à travers ma future production littéraire, ce sera toujours le thème de mondes différents qui doivent pourtant se rencontrer et qui ne peuvent faire autrement que se rencontrer. Parce que l'histoire du monde est faite ainsi. Et je cite en cela d'ailleurs un auteur que j'admire beaucoup, qui est Souleymane Bachir Diagne, qui écrit beaucoup sur l'universalité, et je me retrouve dans ce thème. C'est la recherche d'universel commun entre les hommes. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve cet universel commun. Et voilà, peut-être de par mon histoire personnelle, de par ce que j'ai vécu, j'essaie en tout cas d'établir des ponts là où aujourd'hui malheureusement le monde moderne veut nous faire comprendre que nous sommes différents et que nous devons avoir des idées manichéennes, binaires sur les choses, nous appartenons à un clan et pas à un autre, etc. Voilà, j'essaie de faire le chemin inverse. Et comme vous l'avez dit, la diversité, le thème de la diversité vous intéresse, mais on a l'impression également qu'en vous intéressant à la diversité, vous faites beaucoup recours à l'histoire, à ce qui a eu à se passer. Quel est le pont que vous trouvez entre l'histoire et en tout cas le monde actuel quand on parle de diversité? Justement, parce que le monde actuel n'est pas né de manière spontanée. Il vient bien de quelque part. Je pense qu'il faut comprendre l'histoire des civilisations, l'histoire des gens, pour savoir ce qui nous a entraînés là où on est aujourd'hui. L'histoire explique beaucoup de choses. Tout n'est pas histoire. Évidemment, la vie sur Terre n'est pas rectiligne. Hein, mais en tout cas, elle explique certaines tendances lourdes. En tout cas, elle nous montre également les erreurs à éviter. Parce que c'est des leçons. Ce sont des leçons. L'histoire donne beaucoup de leçons et montre les erreurs à éviter. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait la lucidité pour le comprendre. Parce que malheureusement, certaines erreurs, il me semble, sont en train d'être répétées. Nous n'avons pas le choix. Et je reviens à Teilhard de Chardin. Tout ce qui monte converge. Essayons de monter ensemble. Essayons de monter ensemble. Mais l'Égypte, dans votre livre, déjà je le disais avec le titre, mais l'Égypte est très présent. J'ai sous les yeux ce passage où Tcherno, en tout cas, rencontrait Demet quand il lui demandait Tcherno, êtes-vous intéressé par l'histoire de l'Égypte ancienne? Interrogea Demet. Pas plus que cela, mais j'avoue tout de même être fasciné par la richesse de cette civilisation aujourd'hui disparue et qui nous parle encore au travers de son legs architectural, scriptural, artistique, mais aussi par son savoir. Et vous insistez, son savoir, avez-vous lu des écrits de scribes
ou d'auteurs de ce temps-là. Et j'ai bien envie de vous poser cette question par rapport à votre rapport à l'Égypte ancienne. L'Égypte a quelque chose de fascinant. Pour vous situer un petit peu, vous voyez la pyramide de Khéops, la grande pyramide, la plus grande pyramide de Khéops, a été construite à peu près en 2500 avant Jésus-Christ. Vous avez certainement entendu parler de la comment on appelle ça encore, de la reine égyptienne entre Khéops et cette reine, il y a à peu près 2500 ans. Entre cette reine et nous, il y a 2000 ans. Il y a plus de temps, c'est-à-dire que l'Égypte a existé et a dominé cette partie du monde pendant au moins 2500 ans. Aujourd'hui, on est en l'an 2000. C'est pour vous dire la longueur, le temps de maturation et d'existence de l'Égypte. Vous voyez? Ils ont influencé le monde sur beaucoup d'aspects. L'aspect architectural, l'aspect même linguistique, cher Anta Diop en a très bien parlé, l'aspect historique, civilisationnel, je vous ai parlé tout à l'heure des Grecs par rapport à l'Égypte, aspect du savoir, aspect même de la cosmogonie. Vous savez, les dieux égyptiens ont inspiré les dieux grecs, les dieux grecs ont inspiré les dieux romains. Hermès vient de Djehuti-Thoth, mais Hermès, en fait, a son équivalent chez les Romains, qui est Mercure. Mercure, d'ailleurs, donné mercredi aujourd'hui. Vous savez, les noms de la semaine viennent aussi de différents dieux. Donc, il y a un syncrétisme comme ça qui s'est transmis de civilisation en civilisation. L'Égypte n'est pas le début de toute civilisation, mais en tout cas, elle est le début d'une très grande influence dans le monde. Donc, c'est pour ça que je me suis référé à l'Égypte pour commencer l'histoire. Mais j'aurais pu remonter plus haut aussi. Vous savez, on a aussi des choses intéressantes à dire sur Néandertal, sur l'Australopithèque, etc. Tout ça, c'est en tout cas des choses qu'on pourrait découvrir. Mais je reviens sur quelque chose. On en a parlé tout à l'heure brièvement. Vous aviez évoqué l'idée de la déconstruction. Vous parlez de déconstruire, n'est-ce pas, la certitude pour arriver à la conviction. Et tout au long de ce livre, vous en parlez. Je vous pose la question pour vous permettre d'en parler plus amplement. Quand vous parlez de l'idée de déconstruire, sachant qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'interconnexions, on parle de mondialisation, où l'Afrique en tout cas peine à s'imposer, qu'est-ce que vous voulez dire par déconstruire pour arriver à la conviction? Oui. Déjà, une différence fondamentale entre certitude et conviction. Une certitude, c'est une vérité qu'on prend, qu'on avale, mais sans se poser de questions. Souvent, on le fait ou par habitude, ou parce que c'est ce qu'on a toujours vu, ou souvent par peur, ou par désir de quelque chose. Donc, si vous voulez, le processus qui mène à s'approprier une certitude, ce sont des processus, j'allais dire, sensitifs, voire sensoriels, ou d'habitude. La conviction est différente. La conviction, ce sont des hypothèses qu'on met ensemble et on réfléchit. On essaie de mettre un processus de réflexion rationnelle derrière pour arriver à un résultat. Je dirais que pour essayer d'illustrer les choses, une certitude est à mes yeux, est un équilibre instable. Si vous voulez imaginer un équilibre de crête, lorsque vous mettez une boule sur le haut d'une montagne, qu'elle est en équilibre, c'est un équilibre instable. Il suffit d'un petit mouvement pour qu'elle puisse tomber de l'autre. J'appelle ça des certitudes. Et d'ailleurs, la certitude est souvent liée à la violence, parce que quand on a une certitude, on s'y agrippe, on s'y cramponne. On ne veut pas la lâcher, parce qu'elle constitue quelque chose de notre être. On ne veut pas se poser des questions là-dessus. Ça fait peur. Une conviction, c'est le contraire. C'est un équilibre qui est dans une vallée. Vous voyez ? C'est un équilibre qui est, par exemple, lorsqu'on met ses deux mains comme ça, c'est une boule qui est au milieu. Donc, quel que soit le mouvement que vous donnez, ça retombera toujours en équilibre. Une conviction est le résultat d'un processus réfléchi, calme, tranquille. Donc, vous pouvez en discuter tranquillement. On peut discuter de conviction. On ne peut pas discuter de certitude. Et justement, il me semble qu'on est aujourd'hui dans un monde où les gens se jettent à la figure des certitudes plutôt que des convictions, des prêts à penser. On ne fait que restituer des pensées d'autrui qu'on n'a même pas digérées. Et on s'y cramponne, au lieu de prendre le temps de réfléchir correctement.
Voyez. Donc c'est un petit peu ça, si vous voulez. C'est vraiment déconstruire des certitudes pour les mettre à l'épreuve de la pensée, de la réflexion, et arriver à des... Peut-être que la conviction à laquelle vous aboutirez sera exactement la première certitude que vous avez. Mais au moins, vous avez fait l'effort de réfléchir. Voilà, c'est ça, si vous voulez. C'est vraiment passionnant de vous entendre expliquer ça, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de tolérance. On parle d'un monde marqué en tout cas par l'extrémisme. Et je pense que ces réflexions-là, cette distinction entre conviction et certitude pourrait aider, en tout cas à soigner ces mots qui aujourd'hui posent énormément de tort à notre monde. C'était vraiment un plaisir, M. Dia, de vous avoir et de discuter de ce livre. On est au terme de cette émission. Je vous laisserai peut-être le soin de donner vos derniers mots et puis votre message à l'endroit de vos lecteurs. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Encore une fois, ce livre, je l'ai écrit avec beaucoup de plaisir. C'est un livre de partage. C'est un livre de partage et il n'a certainement pas de vocation pédagogique. Je n'ai pas cette prétention. C'est juste une invite à la réflexion. Chacun d'entre nous pourra tirer le message qu'il souhaite à travers ce livre, mais j'ai essayé tout modestement de mettre à la disposition des lecteurs un certain nombre d'idées provenant de mes lectures, de mes voyages, de mes expériences à travers, encore une fois, les sciences, la philosophie, les langues, l'épistémologie, l'ésotérisme. Et j'espère que... Vous savez, je vous ai dit que j'avais 3 objectifs en écrivant ce livre. Le plaisir de la lecture, le partage de connaissances et la réflexion. Si un lecteur me dit qu'il a aimé le livre parce qu'il a aimé l'histoire, ou parce qu'il a appris au moins quelque chose, ou alors que ça l'a fait réfléchir et qu'il se pose des questions sur un certain nombre de choses, je pense que j'aurai atteint mon objectif. Merci beaucoup. C'est un objectif très noble et en tant qu'auteur, vous entendre en tout cas exprimer ces 3 objectifs montre que derrière ce projet d'écriture se cache en tout cas, ou en tout cas je ne dirais pas se cache, mais il y a derrière ce projet d'écriture cette volonté-là de servir et je pense que vos lecteurs trouveront leur compte. Moi j'y ai trouvé mon compte et j'espère que ce sera le cas pour tous les autres lecteurs. C'était vraiment un plaisir, M. Dia. Merci beaucoup à vous, amis téléspectateurs de Amani TV, pour avoir été ici pour nous suivre dans cet entretien. Nous étions avec Abdoul Edouard Dia. On a parlé de son livre Hermès T ou l'ultime secret d'Akhenaton et nous sommes au terme de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.